Invictus Nukem me dit que penses-tu que le statut de favori du PSG face à Dortmund est légitime ou faut-il rester méfiant? Les deux, mon capitaine. Je pense effectivement que Paris est favori contre Dortmund et qu'il faut rester méfiant parce que je pense que l'Atlético Madrid était favori aussi contre Dortmund et qu'ils sont passés à la trappe en prenant 4 buts au Signal Iduna Park. Après, on peut pas occulter que les deux équipes se sont déjà affrontées en poule et que Paris a fait match nul à Dortmund et a battu assez largement Dortmund au Parc. Je pense qu'il n'y avait pas photo entre le PSG et Dortmund dans le match au Parc. Et il faut se souvenir de la foule d'occasions majeures qu'a eu le PSG au match retour. Donc oui, Paris est favori, bien sûr. Être favori, ça veut pas dire encore une fois que tu te qualifies, parce que je suis désolé, Manchester City aussi était favori contre le Real. Donc il faut effectivement rester méfiant, mais Paris, oui, est obligatoirement favori. Jackie Boy me dit, d'où vient votre passion pour le foot? Auriez-vous aimé faire une carrière de joueur? Ma passion pour le foot, elle vient de Saint-Étienne, Glasgow 76, c'est là, je regardais les matchs dans le lit avec mes parents, dans la télé en noir et blanc, et j'ai souffert dans ma jeunesse. Et voilà, c'est de là que ça vient, et puis après, ça a commencé vraiment à croître et à embellir. Est-ce que j'aurais aimé faire une carrière de joueur? Je pense que j'aurais jamais eu le niveau, ne serait-ce que par du fait de mon obésité, et puis surtout parce que je suis passé au travers d'une 4L avec ma mobilette à l'âge de 15 ans et que j'ai eu le fémur sectionné, et que s'en remettre d'une fracture du fémur, c'est extrêmement long, il y a des douleurs terribles pendant des mois après. Donc j'ai jamais eu le niveau physique pour pouvoir espérer jouer au foot à un bon niveau. Tchertov me dit, Luis Enrique est une personne clivante qui ne porte pas les médias dans son cœur, mais trouves-tu justifié toutes les attaques violentes qui lui sont adressées par la majorité des chroniqueurs de RMC, de la chaîne L'Équipe TV? Mais il faut pas occulter que, comme je le dis très souvent, que chier sur le PSG est un sport national pour ces médias, que c'est forcément là où tu as le plus de débats, c'est forcément le truc qui fait le plus parler. Je pense que toutes ces émissions vont énormément perdre avec le départ de Mbappé du PSG, parce que c'est sûr que faire un débat sur Colomani ou Gonzalo Ramos, c'est forcément moins vendeur et moins porteur d'audience. Après, Luis Enrique, il porte pas les médias dans son cœur, on peut même dire qu'il est odieux avec les médias. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est odieux avec les médias et encore une fois, je pense que les médias ne cherchent pas à comprendre. Ils voient le résultat brut, ils se disent mais pourquoi Navas a-t-il joué contre le Havre? Pourquoi Danilo ne joue plus jamais et à un moment donné est bombardé au milieu d'un match où il va être forcément catastrophique du fait de son physique et de la lenteur de sa mise en route? Même moi, il y a des choses, beaucoup de choses cette année que j'ai pas compris. C'est pas parce que ça se passe bien maintenant que j'ai apprécié la façon dont il a traité Mbappé à partir du moment où il a annoncé qu'il quittait le club. Je suis convaincu qu'il n'aurait jamais fait ça si Mbappé était toujours dans le projet. Mais je reconnais aussi que d'abord les résultats sont là, ce qui reste quand même le plus important pour un entraîneur, et que le PSG a une chance importante de jouer la finale de la Ligue des Champions, ce qui serait évidemment un résultat magique. Enfin, magique, ce serait surtout de la gagner. Pascal me dit, vu que Prime va sûrement arrêter la diffusion du foot, pensez-vous que là où les futurs diffuseurs vont rapatrier certains journalistes ou commentateurs de chez Prime? Il y a des spécialistes chez eux, des mecs qui bouffent à tous les râteliers et qui ont fait toutes les chaînes, beIN, Téléfoot, Amazon, voilà, qui n'ont pas beaucoup d'attachement. Alors c'est vrai, j'allais dire, pas beaucoup d'attachement à leur chaîne. C'est vrai que c'est difficile de s'attacher à Téléfoot puisque au bout de 6 mois d'existence, ça s'arrête.
C'est difficile de s'attacher à Prime puisque dans 3 journées c'est terminé, fait rideau. C'est un peu normal aussi que les mecs continuent à bosser. Après, voilà. Et en même temps, je me sens maintenant tellement loin de ce genre de truc. N'ayant aujourd'hui plus aucune ambition d'être présent sur aucun média, ils font bien tout ce qu'ils veulent, je m'en tape. Victorien Tiger me dit, question de science-fiction. Si tu étais directeur sportif du FC Nantes, avec une réelle liberté de décision, quelles seraient les premières mesures que tu prendrais afin de construire un projet sportif ambitieux sur le long terme, tout en respectant l'ADN du club? C'est un sacré cahier des charges que tu me donnes là. Alors, la question, c'est réelle liberté de décision, c'est quelle liberté financière aussi. C'est-à-dire, tu fais un recrutement avec un peu de moyens ou pas de moyens. Moi, je pense, au niveau du FC Nantes, qu'il faudrait franciser le recrutement, qu'il faut arrêter les expériences exotiques type Hudson qui fait 45 minutes et qui disparaît de la circulation à tout jamais derrière. Voilà, il y a eu depuis beaucoup d'années trop de joueurs qui venaient inconnus, qui venaient de l'étranger et qui n'ont jamais rien apporté, et qu'il faut s'appuyer sur des joueurs qui ont l'expérience de la Ligue 1, et on voit aujourd'hui que les joueurs qui sont arrivés récemment donnent satisfaction. Ablin, Kozza, voilà, c'est des joueurs comme ça dont le club a besoin pour reconstituer un socle plus français qui permettent au club d'avoir une assise. Alors je n'irai pas jusqu'à assise régionale parce que dans le foot d'aujourd'hui ça veut plus rien dire. Après, il faut pas non plus perdre de vue que l'équipe de Youth League de Nantes a surperformé. Alors ça veut pas dire que la moitié de l'équipe qui était en Youth League pourra un jour prétendre à la Ligue 1, mais voilà, il faut surveiller les meilleurs éléments, les intégrer doucement, et il faut aussi que ce club apprenne un jour à être stable au niveau de ses entraîneurs, stable au niveau de son effectif, enfin bref, tout sans quitta, quoi. Victor Blédor me dit, parler de foot pour toi, est-ce un travail ou un loisir? Quand je fais mes vidéos, c'est un loisir. Après, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, j'ai pas forcément une envie folle de parler de foot avec des inconnus, alors que et puis je peux les comprendre, c'est évidemment ce dont ils ont très envie quand ils me croisent, mais voilà, j'ai pas très envie, puisqu'il y a toujours des mecs qui me disent, ah, moi je suis pas d'accord avec toi sur tel truc ou machin. T'as envie de lui dire, mais papa, moi, ça fait 35 ans que je suis dans le foot, même plus que ça maintenant, bientôt 40 ans que je suis dans le foot. D'où tu parles foot avec moi? Je veux dire, tu dis pas un charcutier, le boudin, je le ferai pas comme ça. Tu dis pas à Depardieu, moi j'aurais pas joué Cyrano comme ça. Et tu dis pas un chirurgien, moi j'aurais pas fait la cicatrice comme ça. Et voilà, que ça puisse faire sourire ou pas les gens, j'ai la prétention d'être un spécialiste du foot. Et voilà, j'ai pas envie forcément d'en parler avec des kidams. L'OM, c'est les émotions, me dit. Après une saison phénoménale de Brest qui finira en Europe, penses-tu qu'ils peuvent éviter de se faire dépouiller leurs joueurs? Certes, beaucoup voudront participer à cette expérience, mais la direction peut-il refuser des sommes ahurissantes? Del Castillo, Loco, Pierre Lesmelou. Ce sera évidemment un des écueils pour Brest à l'intersaison. Quand tu fais une saison aussi magistrale, tes meilleurs joueurs sont forcément demandés. Tu vas avoir, si tu joues la Ligue des Champions, tu vas avoir une manne financière importante qui va peut-être te permettre d'augmenter certains salaires. Après, les joueurs sont pas fous, ils se disent que si tu es en Ligue des Champions, ça va quand même être très difficile à la fois de jouer des matchs de très haut niveau
avec Brest, mais aussi d'enchaîner avec le championnat. Ça peut faire peur à certains joueurs qui peuvent chercher un confort supérieur avec des clubs, avec des effectifs plus importants. Ça va être une intersaison très importante pour le Stade brestois, et aussi concernant son stade, parce que j'avoue que même si je comprends toute la volonté que peuvent avoir certains de vouloir que la Coupe d'Europe se passe au Stade Francis Leblay, j'ai peur que l'UEFA reste inflexible sur ce dossier.